Bonjour à tous, une vidéo pour vous parler de la Révolution française. Ce n'est pas celle de 1789. Si les événements de 89 vous intéressent, je vous renvoie à des vidéos d'Henri Guillemin. Mais c'est l'hypothèse farfelue de cette vidéo. Ça serait une révolution française entre 2015 et 2017. Les prochaines élections présidentielles et législatives en France. Dans un premier temps, je vais essayer de voir le ou les pourquoi de cette révolution, qui aurait intérêt à un changement en France ou à des troubles en France. Et dans un deuxième temps, je vais regarder la situation en France au regard de ce que nous avait révélé Bezmenov. Et donc pour Bezmenov, je vous renvoie à la chaîne de Doré qui avait repris son interview et qui expliquait un petit peu le modus operandi des révolutions soviétiques et je pense de la plupart des révolutions. Sur le premier point et le pourquoi, qui a intérêt, à qui profitera le crime, on peut voir des raisons internes. Je vous invite à voir l'avant-propos d'une autre de mes vidéos, Road to l'Elysée, en route pour l'Elysée 2017. Il y a une playlist aussi, Road to l'Elysée 2017. Et donc, pour comprendre un petit peu en quoi, au niveau interne, certains auraient intérêt, donc je résume assez rapidement en fait. Il y aurait actuellement en France un changement de possédant. Ce changement de possédant se fait et se fera encore plus grâce au TAFTA, au traité transatlantique. Changement de possédant entraîne un changement de gouvernant. Et donc certains auraient intérêt à ce qu'il y ait au niveau interne, au niveau français, un changement de gouvernance. Pas tant dans la structure, peut-être que la structure va rester bon gré mal gré la même, mais un changement radical des équipes gouvernantes. Au niveau externe, j'avais évoqué dans une autre vidéo, c'était l'hypothèse russe. Dans le cadre d'une confrontation entre l'OTAN et la Russie, et donc dans ce cadre de guerre froide 2.0, il faut avoir en tête une stratégie militaire, une tactique militaire, qui est que quand on s'attaque à une alliance, il faut toujours frapper le maillon le plus faible de la chaîne, le maillon le plus faible de l'alliance. Et donc pour les Russes, ce maillon pourrait être la France. Et il y a bien évidemment, compte tenu du TAFTA, du traité transatlantique, l'hypothèse US en fait, et donc des intérêts américains, ce qui est une déstabilisation des élites, des gouvernants français pour accélérer le processus du TAFTA en fait. Donc dans le deuxième point, ce serait les prérequis, on va dire, les prérequis, ce qu'il faut pour qu'il y ait une révolution en fait de Bezmenov. En fait, c'est un ancien agent soviétique qui a été retourné. Et donc il nous expliquait comment doit se passer une révolution. Donc non, c'est pas à peu près, c'est ça en fait. Donc le premier temps qui est le temps de l'infiltration, qui dure de 20 à 30 ans, compte tenu du changement de possédant, des intérêts US, ça serait l'hypothèse la plus vraisemblable. L'hypothèse russe, elle est assez faible quand même. Ils auraient intérêt à une déstabilisation, mais pas à un changement. Compte tenu de ça, en fait, depuis 20-30 ans, on voit vraiment une marche en avant de toutes les idées liées à l'Union européenne et donc au TAFTA en fait. Dans tous les cercles intellectuels, dans tous les cercles décisionnaires, il y a eu une élite qui a été formée à cette idéologie libérale financière. Et le personnel est déjà formé, déjà prêt. C'était une chose importante, un point important dans les prérequis de Bezmenov en fait. Et donc là on voit que c'est possible. Deuxième point, ce serait sur une période de 5 à 10 ans. Et donc là ça serait plus la préparation de la révolte en fait. Bezmenov nous disait que pour bien préparer la révolte, qu'elle se passe dans les meilleures conditions, il faut au moins contrôler 3 leviers régaliens de l'État. Le premier serait la police, le second serait la diplomatie, et le troisième serait l'armée.
si une puissance étrangère contrôle ces trois choses dans un pays, elle pourra beaucoup plus facilement faire une révolution, à la condition qu'il y ait du personnel formé à son idéologie avant. Et donc on va voir ces trois corps régaliens en France à l'heure actuelle, avec un petit peu leur évolution précédente. Donc on a la police, donc on a vu des grands changements dans la police, au niveau du fonctionnement, c'était avant en fait, avec la fusion de la gendarmerie et de la police, avec la fusion aussi au niveau des renseignements des RG et de la DST. Et donc au niveau fonctionnel, en fait, au niveau du fonctionnement, il y a eu des changements, et une fois que ces changements ont lieu, il semblerait que ce soit à l'heure actuelle ce qui se passe, on voit que ce sont les hommes qui changent en fait, une fois que l'appareil a été changé, on change les hommes, on essaye d'écarter ceux qui étaient de l'héritage ancien en fait, et donc on voit à l'heure actuelle plusieurs affaires qui sont liées au 36 quai des Orfèvres. Donc c'est la police des polices. Donc on nous parle de règlement de compte entre francs-maçons et entre je sais pas qui et je sais pas quoi. Il faudrait regarder les nouveaux promus en fait, voir un petit peu leur parcours. Ça serait intéressant de regarder cette chose-là, en fait, de ceux qui vont être remplacés, de ce grand ménage qui est, semble-t-il, en train de se faire. Donc au niveau de la police, depuis 5 à 10 ans, et ça continue dans ce mouvement-là. Au niveau de la diplomatie, à l'heure actuelle, c'est Laurent Fabius. On va essayer de revenir un petit peu en arrière, toujours. Et donc il y a eu une élimination des pro-arabes. On pourrait penser que ce sont vraiment les pro-arabes qui ont été dégagés, mais c'est selon moi une lecture assez réduite. C'est toute la diplomatie et tout le corps de la diplomatie onusienne en fait. Car une partie des diplomates français avaient conscience que la France, puissance moyenne, devait son rang de puissance moyenne supérieure grâce à son statut qu'elle avait à l'ONU. Et donc pendant très longtemps, la diplomatie française œuvrer pour maintenir et pour que ce machin de l'ONU soit toujours fonctionnel. C'était leur propre intérêt et donc ils défendaient cette chose-là. Et donc avec les pro-arabes, c'est ce personnel avec cette vision importante de l'ONU, de cette place de l'ONU, qui a été éliminé. Et c'est au profit de personnel diplomatique qui est plus dans les opérations spéciales ou les opérations de droit d'ingérence qui a été mise à la place en fait. Et donc ça c'est plus pour l'arrière. À présent, maintenant que les personnes ont été changées, donc on voit qu'il y a Monsieur Fabius, et donc il y a des rumeurs comme quoi Monsieur Fabius serait très malade. Je ne sais pas si c'est la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. En tout cas, il prendrait des médicaments assez forts et ça provoquerait des troubles mentaux assez lourds. Et donc, il ne pourrait donc pas assurer ses fonctions. Et donc, le dernier point, c'est au niveau de l'armée. Avec le petit retour en arrière, c'est une baisse des effectifs et des moyens, au point qu'il y aurait eu des mouvements d'humeur sur les généraux en fait. Et donc ça c'est plus à long terme, avec aussi une mobilisation en OPEX. Et donc là pour une première fois, les militaires en opération extérieure sont moins nombreux que les militaires en opération intérieure, OPIN ou OPEX. Donc il serait 10 500 en OPEX contre près de 12 000 en opération intérieure. Donc là on parle en hommes, en effectif. Et donc c'est quand même une information importante à voir depuis Charlie Hebdo, c'est que les militaires en mission, et là c'est pas dans leur caserne ou en repos dans leur famille, les militaires en opération sont plus nombreux sur le sol national qu'à l'extérieur.
Donc je ne sais pas depuis quand ça ne s'est pas produit, j'imagine depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'y avait pas eu un tel renversement de situation. Et donc ces militaires sont dans des centres urbains, donc ça pourrait faciliter une reprise en main de l'armée ou une alliance avec la police, police, gendarmerie, pour remettre de l'ordre dans une éventuelle révolte. Donc cette révolution française, on va dire, grâce entre guillemets, grâce à Charlie Hebdo, on a vu qu'en France il était possible de faire une révolte 2.0 à la manière des révolutions arabes et autres révolutions orange, révolutions colorées, avec les mobilisations par médias sociaux. Et donc c'est vrai que Charlie Hebdo a prouvé qu'il y avait une possibilité de mobilisation, de flash mob en fait, assez importante en France, sans réelle structure, sans réel mot d'ordre, et que voilà, c'était une manifestation importante. D'autant que dans cette révolution 2.0, on a vu et on voit actuellement la CGT qui est historiquement en France en fait un agent mobilisateur qui a été plus ou moins mis sur la touche, on va dire, les syndicats en général, et encore plus le premier syndicat en termes d'effectifs et le premier syndicat historique, avec un événement qui ne s'était pas passé depuis près de 100 ans, depuis près d'un siècle, à savoir la démission du secrétaire général. Et donc quasiment une refonte de l'organisation au niveau de l'exécutif. Et à l'inverse, en fait, on a vu la droite commencer à se mettre à la mobilisation, la droite qui n'est vraiment pas habituée aux mobilisations, avec le mariage pour tous, enfin contre le mariage pour tous. Du coup, il y a une jeune classe en fait de droite qui a appris à faire des manifestations, à la mobilisation, parce que c'est quand même un savoir-faire. Et donc on voit que ce savoir-faire a été acquis avec une grande mobilisation. Donc il semblerait qu'en plus du bruit de fond que ressentent certains et qui partagent sur internet, qu'il y aura une guerre civile, qu'il y aura une révolution en France, on voit aussi par rapport aux prérequis de Bezmenov qu'il semble qu'en France ce soit aussi possible, que des gens y travaillent. Il y a quelques éléments qui nous laissent penser, puis ensuite selon Bezmenov il y a la normalisation. Donc la normalisation, on retourne au pourquoi. Est-ce que ça va être au profit des nouveaux possédants du TAFTA, au profit des Russes ou à d'autres encore? Peut-être que voilà, c'est juste une hypothèse farfelue et puis qu'on ne voit pas encore qu'il y a un troisième larron. Donc voilà, bonne continuation à vous.